L'actualité au cœur de votre chaîne d'information en continu CamNews 24. Au Venezuela, l'opposition hausse le ton contre le président Nicolás Maduro après la suspension par les autorités électorales du processus de référendum révocatoire contre le président. Et en Afrique de l'Ouest, le Sénégal vient d'entrer dans le cercle fermé des producteurs d'énergie solaire. La centrale Sénergie 2 vient d'être mise en service dans le pays avec une puissance de 20 MW crête. Également au menu de cette édition, après le Burundi, l'Afrique du Sud a annoncé son retrait de la Cour pénale internationale, suivi de la Gambie qui, elle aussi, a claqué la porte à la Cour pénale internationale. Voilà pour le menu de cette édition qui nous mène dans les couloirs de l'actualité internationale. Bienvenue à tous. Il est déjà installé sur ce plateau pour analyser et commenter ces sujets et bien d'autres. Ghislain Kougan, merci de nous faire l'honneur et l'amitié d'être sur ce plateau une fois de plus. Merci infiniment, le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales. Après le Burundi, l'Afrique du Sud a annoncé son retrait de la Cour pénale internationale. Une lettre a été envoyée au secrétaire général des Nations Unies pour notifier cette décision. Juin 2015, Omar El-Béchir est tout sourire au sommet de l'Union africaine qui se tient en Afrique du Sud. Problème, le chef d'État soudanais est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui souhaite le juger pour crime et génocide commis au Darfour. Mais Pretoria refuse d'arrêter Omar El-Béchir pour le livrer à la CPI et menace de se retirer de cette institution. Une menace qu'elle a mise à exécution ce vendredi. Dans un courrier adressé au secrétaire général des Nations Unies, l'Afrique du Sud annonce son retrait de la CPI. L'Afrique est dans un processus de renforcement de ses propres institutions de respect des droits de l'homme. Nous faisons partie de ces processus sous la houlette de l'Union africaine. Les critiques et la méfiance à l'égard de la CPI sont récurrentes sur le continent africain. Il y a 3 ans déjà, l'Union africaine dénonçait le racisme de cette institution créée en 2003. Les dirigeants africains sont arrivés au consensus que le processus mené par la CPI en Afrique a un vice de forme. Sur toutes les personnes inculpées par la CPI, 99% sont africains. Un argument balayé d'un revers de la main par la procureure de la CPI Fatou Bensouda, qui assure agir non pas contre l'Afrique, mais en faveur des victimes. Que justice soit rendue pour les victimes. L'Afrique a amené ses affaires devant la CPI, hormis le Kenya, le Soudan et la Libye. Toutes les affaires ont été ouvertes à la demande d'États africains qui sont venus demander à la CPI d'intervenir. Des arguments qui n'ont pas convaincu l'Afrique du Sud, qui pourrait devenir le tout premier pays au monde à quitter la CPI. Ghislain Kougan, le retrait de l'Afrique du Sud est un coup dur au vu du travail important de ce pays pour la création de l'AE. Naturellement, mais le retrait de l'Afrique du Sud aussi s'inscrit dans une logique, dans une dynamique enclenchée et même voulue par les États africains par rapport au traitement que l'Afrique dit subir de la part de la CPI qui très souvent et même la plupart du temps traite beaucoup plus des dossiers qui concernent le continent africain. Oui, c'est un coup dur à plusieurs titres d'ailleurs, parce que l'Afrique du Sud est quand même un géant sur le continent africain et quand l'Afrique du Sud donne le ton, il est clair que nombre de pays africains peuvent et peut-être vont suivre. Mais Ghislain Kougan, ce geste de l'Afrique du Sud envers la Cour pénale internationale peut-il être perçu comme un acte de solidarité au président Omar El-Béchir? Qu'on le veut ou non, on va dire oui. Pourquoi? Parce que le juin naît du refus de l'Afrique du Sud d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir lors d'une rencontre en Afrique du Sud. Donc effectivement, on va dire qu'il s'agit d'un acte de solidarité, mais ça va au-delà de cette affaire-là, même si c'est le motif qui est annoncé ici par l'Afrique du Sud pour se retirer de la CPI en faisant état de ce qu'il y a une incompatibilité entre la volonté de la CPI d'arrêter le président soudanais et puis l'immunité diplomatique que l'on reconnaît au président en tant que chef d'État en déplacement dans un pays qui plus est pour une cause qui concerne l'Union africaine et dans le continent africain. On comprend très bien qu'à partir de ce moment donné, l'Afrique du Sud a exprimé clairement sa position et
comble de hasard, une position qui rejoint celle de nombre de pays africains qui estiment que la CPI tire à boulet rouge et sans cesse sur le continent africain. Le retrait de l'Afrique du Sud a entraîné plusieurs réactions de la part de la communauté internationale. La France, les organismes internationaux sont contre ce retrait. Est-ce que l'Afrique du Sud peut reconsidérer sa décision? C'est le souhait aujourd'hui exprimé par toutes ces organisations. Vous avez l'ONU également qui s'est fendu d'un communiqué signé Ban Ki-moon qui a demandé à l'Afrique du Sud de revenir sur sa décision en lui proposant même juste une lettre de retrait pour rétablir la situation. Mais l'Afrique du Sud n'a pas encore répondu et je ne pense peut-être pas que l'Afrique du Sud va donner une suite favorable à ces entre guillemets doléances parce qu'aujourd'hui on a le sentiment que le fusil a changé d'épaule et que ce sont les Africains aujourd'hui qui mènent la danse, qui tiennent le couteau par la manche. Je pense quand même qu'il faut être suffisamment froid et ne pas s'emballer pour ce qui se passe. C'est vrai, l'Afrique du Sud est un leader, mais je pense qu'il y a encore des pesanteurs quant à une effectivité massive des pays africains pour sortir de la CPI. Parce que vous savez également que même comme l'Afrique du Sud a notifié son retrait auprès de la CPI, il faut attendre encore 1 an pour que le retrait soit véritablement effectif. Mais je pense que beaucoup de chefs d'État européens n'auraient pas cru que l'Afrique puisse arriver à ce niveau et que cela vienne beaucoup plus par l'Afrique du Sud. Parce que vous allez me dire que l'Afrique du Sud n'est pas le premier pays à exprimer son retrait, mais je vous dirais que l'Afrique du Sud présente le retrait qui fait beaucoup plus jaser, qui amène les gens à ne plus dormir, qui amène une sortie colossale et même, comment dirais-je, interventionniste du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Après l'Afrique du Sud, la Gambie également a annoncé son retrait de la CPI. Selon Kougan, qu'est-ce qui peut expliquer un tel revirement? On se rappelle qu'il y a de cela quelques mois, dans une interview, le président gambien s'était pourtant démarqué des critiques de ses pairs africains envers la CPI. Je pense que cela s'inscrit dans l'ordre du temps. Alors que vous avez l'Afrique du Sud qui a pris les devants et vous avez directement la Gambie qui suit. Donc, automatiquement, on veut bien penser qu'il y a un lien, que la Gambie a été encouragée par la décision prise par l'Afrique du Sud. Bon, on peut négliger encore en tant que singleton pas très important le Burundi, puisqu'on estime que c'est parce que Pierre Nkurunziza a fui des exactions entre guillemets, mais l'Afrique du Sud en réalité ne craint rien. Il n'y a pas un mandat qui a été brandi contre l'Afrique du Sud. Donc en réalité, l'Afrique du Sud sort de la CPI pour protester contre une décision d'arrêter un chef d'État qui n'est dans une situation qui forcément n'est pas trop liée à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aurait pu rester là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas arrêté El-Béchir, elle aurait pu se limiter là. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud n'était pas contrainte finalement à sortir de la CPI, mais elle a pris cette décision-là. Ça veut dire que ça va au-delà du simple hic avec le président Omar El-Béchir. L'Afrique du Sud a des récriminations envers la CPI, comme tous les pays africains qui veulent sortir. Ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes formulations, les mêmes récriminations. C'est-à-dire qu'il y a une interférence entre les objectifs, les missions de la CPI et la souveraineté des États partis. À vous entendre, d'autres États vont suivre sûrement dans un proche avenir. Ghislain Kougan, vous pensez à quel État? Non, je ne souhaiterais pas prêter le flanc, mais après avoir écouté, par exemple, le président de l'Assemblée des États partis, qui est le ministre sénégalais, je pense Kaba, Sidiki Kaba, qui a lui-même laissé entendre que c'est clair que nombre d'États vont suivre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils appellent l'Afrique du Sud à revenir sur sa décision, comme pour dissuader ces pays-là qui voudraient emprunter le pas, emboîter le pas à l'Afrique du Sud. Non, je ne peux pas commencer à citer. Il y a beaucoup de pays, et vous savez, si lors du dernier sommet de l'Union africaine, vous avez 34 pays et que la plupart des pays décident de sortir de la CPI, vous comprenez bien que, manifestement, je pense que le divorce est en train de vouloir se consommer, au moins sur le plan diplomatique déjà, entre la CPI et l'Union africaine, parce que sur 10 affaires, vous avez 9
qui concerne le continent africain, vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez Thomas Lubanga, vous avez Laurent Gbagbo, vous avez Charles Dégoudé, vous avez aussi, je pense, l'Ouganda. Donc, il y a beaucoup de dossiers et de dossiers chauds. Quand vous prenez le dossier virulent, par exemple, de la Côte d'Ivoire, c'est quand même un dossier qui a travaillé et la Libye à ternir suffisamment l'image de la CPI, ça tout le monde le reconnaît. Mais Céline Kougan, ce sont les pays africains qui ont saisi la CPI pour ces différents dossiers dont vous parliez tout à l'heure. Ça, c'est la parade rationnelle, je le veux bien, de la CPI. Ce n'est pas parce qu'un pays vous a saisi que vous allez en abuser finalement. On comprend très bien. Bon, je suis d'accord avec vous. Ce sont les pays africains qui ont saisi la CPI pour porter leurs problèmes. Aujourd'hui, ces pays africains décident donc de ne plus saisir la CPI. Alors pourquoi ça pose problème? Pourquoi est-ce qu'on leur demande de revenir sur leur décision? Puisqu'on ne leur a pas demandé, parce que quand vous écoutez un peu le justificatif brandi par la CPI, ce sont les pays africains eux-mêmes qui ont décidé sans pression de venir nous porter leurs problèmes. Ok. Et ces mêmes pays ont décidé aujourd'hui qu'ils sont suffisamment grands, qu'ils ont suffisamment d'institutions fortes pour gérer leurs problèmes, pour rendre leur justice, eh bien, laissez-les finalement gérer leurs problèmes. Céline Kougan, la CPI aujourd'hui a face à un front de nombreux chefs d'État africains soutenus par l'Union africaine et la présidente de la commission, Nkosazana Dlamini Zuma. Effectivement, on sait très bien qu'elle est vraiment le chef de file. Tout le monde sait que Dlamini Zuma est totalement contre la CPI. Même si vous avez d'autres pays qui sont pour, hein. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal, vous avez le Nigeria, vous avez le Botswana, il y a le Burkina Faso aussi, il y a un nombre de pays qui sont pro-CPI. Mais le problème, c'est que quand vous essayez de lire le rapport de force aujourd'hui, ce sont les pays qui veulent sortir, qui se font le plus entendre. Ça veut dire qu'en réalité, la vague des dissensions et des sorties en cascade est celle qui, aujourd'hui, est en train de prévaloir. Et je pense aussi que, au-delà du rapport entre l'Afrique et la CPI, il faut voir, parce que entre ces pays, il y a beaucoup qui parlent de nationalisme, qui parlent d'anticolonialisme, qui parlent d'un ensemble de faits. D'autres, c'est par solidarité entre les chefs d'État. Et c'est ce qui est brandi par l'opposition. Vous savez, aujourd'hui, ça pose un problème dual. Vous avez le pouvoir qui estime que la CPI ne gère pas bien. Vous avez l'opposition qui estime que la CPI doit continuer. Mais à un moment donné, quand vous poussez le bouchon plus loin, vous avez la CPI qui est prise entre le marteau et l'enclume. Vous avez le pouvoir qui fustige la CPI. Vous avez l'opposition qui fustige aussi la CPI dans le sens que la CPI ne fait pas suffisamment, ne condamne pas. Donc à un moment donné, au fur du temps, la CPI se trouve coincée entre le pouvoir et l'opposition qui estime qu'elle est laxiste, qu'elle ne punit pas comme il le faut, et le pouvoir qui estime que elle ouvre, la CPI, des enquêtes judiciaires, franchement, sans avoir de preuves palpables par rapport aux données. La CPI a encore le soutien de plusieurs pays africains. Vous avez cité quelques-uns tout à l'heure. Céline Kougan a dit que le divorce ne sera pas consommé de sitôt entre l'Afrique et la CPI. Je pense que déjà il y a un premier combat, une première bataille. Je pense qu'il y a déjà une première victoire africaine. Le fait qu'on repose, que la question de la CPI soit reposée devant toutes les parties prenantes pour que la CPI puisse revoir, reconfigurer, retoiletter, redéfinir ses rapports avec les pays africains. C'est déjà une victoire, puisque vous avez le ministre sénégalais, le président de l'Assemblée des États partis qui s'est exprimé, qui a demandé aux États d'attendre en novembre pour discuter de tout cela, pour débattre. Vous avez aussi la représentante de l'Union européenne, je crois, qui a fait part des pays de l'Union européenne qu'ils acceptent de discuter avec les pays africains sur leur grève. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est prêt à écouter les pays africains sur leur situation. Pourquoi on est prêt? Parce qu'ils ont franchi le Rubicon. Parce qu'au départ, les pays européens ne pensaient pas que les Africains pouvaient franchir le cap en signant des actes aussi forts et même aussi radicaux pour sortir de la CPI. Aujourd'hui, c'est fait et voilà maintenant que les pays européens, notamment la CPI, fait profil bas. C'est intéressant. C'est déjà une victoire de demander qu'on puisse retoiletter, revoir, redéfinir les paramètres. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui cela va convaincre. Je pense que c'est là aussi un revers. Le fait que la CPI baisse la garde peut pouvoir montrer aux pays africains qu'en réalité, les pays africains peuvent par eux-mêmes créer des conditions idoines pour avoir des justices qui soient équitables pour tout le monde. D'ailleurs, si la CPI était une très grande cour
comment comprendre que les États-Unis n'aient pas signé le traité de Rome, la Chine, pas du tout, la Russie, qui sont des grandes puissances, qui en signant auraient donné une caution d'une institution beaucoup plus crédible comme l'ONU par exemple. On ne peut pas. Moi, j'aurais souhaité que la CPI soit peut-être le pendant judiciaire de l'ONU. Ce n'est pas le cas. Sinon, ces grands potentats, ces grands pays qui dominent le monde auraient signé l'acte du traité de Rome. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire que... Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'Afrique a 54 pays. Seulement 34 ont signé. Et je précise que le Cameroun, l'Éthiopie et même le Rwanda n'ont pas ratifié. Parce que signer est une chose, ratifier en est une autre. Dans le Cameroun, notre pays, par exemple, n'a pas ratifié le traité de Rome. Ça veut dire que ce n'est pas aussi pertinent que ça. La CPI, on peut s'en détacher. Le problème maintenant, c'est la capacité à gérer les conflits, à arriver au dialogue et à trouver des solutions idoines sans passer par les effusions de sang à n'en pas finir. Ghislain Kougan, on sort par là. Quelle perspective pour l'Afrique dans sa capacité à gérer les conflits et surtout l'impunité? Là, la question se pose maintenant. C'est-à-dire qu'elle est pertinente. Le tout n'est pas simplement de sortir de la CPI. Encore faut-il garantir au peuple africain le libre accès de manière équitable à une justice véritable pour tout le monde. Alors que pas une justice à géométrie variable. C'est pourquoi maintenant les tenants, ceux qui sont contre la sortie des pays africains, estiment qu'il s'agit pour les présidents africains de se donner un couloir pour perpétrer des crimes comme ils veulent au pouvoir, puisqu'ils n'auront plus une justice aussi grande pour notamment pouvoir les juger. Mais ça ne change pas grand-chose. Parce qu'on le veut ou non, la question c'est quoi? C'est qu'on puisse par exemple retirer des statuts de la CPI, si vous voulez, la possibilité de poursuivre un chef d'État lorsqu'il est encore en fonction. Je pense que la fonction présidentielle est quand même une fonction sacrée. Vous êtes quand même un élu qui représente au-delà de vous-même un pays d'un peuple, alors qu'il soit très mal, et comme on a vu avec le président kenyan Uhuru Kenyatta, c'est quand même un affront pour le continent africain. Vous n'allez pas me dire qu'aucun pays européen n'est empêtré dans ces affaires-là. On a vu la responsabilité de la Grande-Bretagne, de la France et même des États-Unis dans la tragédie libyenne, mais aucun président n'a été inquiété, même pas auditionné. Alors au nom de quoi est-ce que donc, à un moment donné, il faudrait que les Africains prennent par eux-mêmes les taureaux par les cornes. Il faudrait que tous ces présidents qui veulent sortir de la CPI puissent notamment garantir une justice équitable sur leur territoire. Et je pense en cela, l'Afrique du Sud peut se targuer d'avoir une justice vraiment solide, contrairement peut-être aux autres. Ghislain Kougan, on met le cap sur le Sénégal qui vient d'entrer dans le cercle fermé des producteurs d'énergie solaire. Elle vient de mettre en service la première centrale électrique de taille industrielle de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal disposerait bientôt de la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest. Sénergil sera en effet doté d'une capacité de 30 MW crête. Située près de Meouane, dans la région de Thiès, à 100 km au nord-est de Dakar, cette centrale devrait être mise en service en 2017. Le projet sera financé en partie par Proparco, filiale de l'Agence française de développement, qui a accordé un prêt de plus de 34 millions d'euros sur 18 ans pour la construction de cet ouvrage. La centrale devrait permettre la fourniture en électricité à plus de 200 000 habitants à un coût jugé plus compétitif par rapport à celui des centrales thermiques sénégalaises. Ghislain Kougan, le Sénégal vient de marquer un pas de géant sur le plan énergétique quand on sait que l'énergie est l'un des défis auxquels fait face le continent africain. Oui, avant de répondre, j'aimerais faire le parallèle. Voilà l'un des défis qu'il faut notamment opérer pour que finalement les États africains puissent se départir de la CPI. Malheureusement, le Sénégal est pour ces pays qui veulent rester dans la CPI. Alors, on revient, je pense que cela se comprend. Vous savez, le défi énergétique est majeur pour le continent africain. Et aujourd'hui, quand on parle de l'environnement, la COP21, il s'agissait du défi de travailler par rapport au climat, par rapport au changement climatique. Et l'énergie solaire était comme une alternative de nouvelles sources d'énergie pour notamment arriver à polluer beaucoup moins l'environnement et à préserver les vies. Et aussi, le Sénégal, en se lançant dans ce développement énergétique, fait une pierre deux coups parce qu'il y a la création des emplois, il y a le fait de subvenir aux besoins des populations avec l'éclairage qui sera beaucoup plus
dans une surface plus grande. Vous avez aujourd'hui au Sénégal, par exemple, on nous parle de 57% en ville, de populations sont électrifiées, vous avez 30% dans les zones rurales. Or, aujourd'hui, avec le solaire, vous allez arriver à avoir des réseaux où on parle de 180 000 foyers, par exemple, seulement pour les, je crois, 20 MW crête de cette première centrale inaugurée par le président Macky Sall au Sénégal. Ça fait quand même beaucoup, c'est intéressant déjà, et il y a d'autres projets à venir au Sénégal. Les enjeux sur le plan économique sont énormes, Ghislain Kougan. Effectivement, je pense que c'est véritablement à ce niveau qu'on comprend une bouffée d'oxygène pour ce qui est de l'économie sénégalaise aujourd'hui. Alors qu'avec ce que traverse le monde entier, l'économie qui est en récession, avec la chute des cours du pétrole, même si vous me direz que le Sénégal n'est pas un grand pays producteur du pétrole, mais je pense que c'est une opportunité aujourd'hui. Et en plus, c'est une opportunité actuelle. Ça veut dire que le Sénégal épouse le temps et, comme on dit, est à la mode. À partir de ce moment donné, je pense que c'est intéressant, on l'a dit, création d'emplois, investissement. Je pense que ça va aussi suffisamment attirer les investisseurs étrangers parce que vous savez, pour les entreprises, l'électricité est quand même le nœud gordien, est un facteur indéniable et incontournable pour notamment développer les infrastructures, créer des emplois, notamment générateurs de revenus. Donc c'est intéressant pour ce pays. Encore que vous avez aussi une nouvelle centrale qui verra le jour en 2017, je crois en 2017, de 29 MW crête. Vous voyez que véritablement ça va faire finalement 140 MW et 150 MW. 140, ça c'est dans l'éolien, 48 éoliens qui vont être construits pour 150 MW au total, pour 140 pour le solaire. Ça fait beaucoup, ça fait nombre, vous aurez plus de 2 millions. Près de, je crois, 2 millions pour l'éolien seulement, pour le solaire seulement, et pour l'éolien, ça fera aussi beaucoup. Donc, le Sénégal a compris les critiques contre la production d'énergie à partir du charbon, a donc voulu se moderniser en prêtant le flanc au solaire, mais je pense aussi qu'il y a une donnée qui va être intéressante ici, c'est de voir comment le Sénégal doit entretenir, parce qu'il s'agit de systèmes solaires hors réseau. À partir de ce moment donné, il faut former des techniciens qualifiés pour assurer l'entretien de ces centrales-là. Sinon, ça ne servira à rien. Et je pense que le Sénégal a jugé, a travaillé sur cette question pertinente et aujourd'hui va bénéficier des fruits d'une bonne planification, parce qu'il s'agit d'une planification qui a été faite depuis 2012. Pour 2020, 20% d'énergie provenant du solaire et de l'éolien. Le Sénégal est en train de réussir admirablement son pari, son défi. On note également, Ghislain Kougan, une montée en puissance des projets solaires africains de part et d'autre du continent. Quelle appréciation sur cet engouement suscité par les énergies solaires à quelques jours de la 22e conférence internationale sur le climat? Eh bien, je pense que les pays africains veulent aller à la COP22 avec des faits, avec l'assurance d'avoir retenu, d'avoir capitalisé les acquis lors de la COP21 à Paris. Encore que la COP22 est une COP africaine, puisqu'elle se tient au Maroc. Alors les Africains veulent prendre l'occasion comme un nouveau redécollage, si on veut, sur le continent africain. Et aujourd'hui, vous savez très bien que les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, sont aujourd'hui beaucoup plus prisés. Et s'ils vont là-bas avec ces projets déjà porteurs, déjà mis sur pied, ils auront une avance quant à formuler leurs demandes. Vous savez, les pays africains ont toujours des demandes à formuler. Alors ils iront là-bas en disant voici les avancées que nous avons faites, puisqu'on sait très bien que l'Afrique est le pays quand même, et le continent qui subit. Alors vous savez, la Chine par exemple parlait qu'il fallait rétablir tout ça, il fallait dédommager le continent africain. Ils iront là-bas et diront nous avons compris la nécessité, nous avons commencé à travailler, voici les acquis, il reste qu'il nous faut encore suffisamment de moyens pour travailler dans cette dynamique-là. Mais ils n'iront pas à bras ballants, ils iront avec des acquis véritablement solides. Et le Sénégal s'inscrit dans cette dynamique et doit être suivi par d'autres pays africains. De l'Afrique de l'Ouest, Ghislain Kougan mettant le cap sur l'Amérique du Sud. Au Venezuela, l'opposition hausse le ton contre le président Nicolas Maduro après la suspension par les autorités électorales du processus du référendum révocatoire contre le président. Au Venezuela, l'opposition dénonce un coup d'État du gouvernement. Jeudi soir, le Conseil national électoral a annoncé la suspension sine die du processus visant à organiser un référendum pour révoquer le président Maduro. Furieux, les responsables de la coalition de l'opposition appellent à la riposte.
Il y a eu un coup d'État, on ne peut pas appeler ça autrement, a dit Enrique Capriles, une des figures de l'opposition. Si les officiels veulent nous jeter en prison, dit-il, eh bien nous avons déjà des collègues emprisonnés, mais des gens vont manifester et défendre la Constitution. Nous ne tolérerons plus Maduro. Un appel à manifester dans tout le pays a été lancé pour mercredi prochain. C'est le 26 octobre que devaient débuter 3 jours de collecte de signatures pour permettre l'organisation du référendum. La collecte a été annulée sous prétexte de fraude. Selon un sondage de l'Institut Data-Analysis, les Vénézuéliens confrontés à de graves pénuries sont à une très large majorité prêts à exiger le départ de Nicolás Maduro. Ghislain Kougan, pourquoi ce bras de fer entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif au Venezuela? Simplement parce que le président au pouvoir n'a pas la majorité parlementaire. Et à partir de ce moment donné, il a cru bon de trouver un subterfuge, notamment pour faire valider le budget de 2017 de son pays. En réalité, voilà pourquoi il y a un bras de fer entre le pouvoir législatif représenté par le Parlement et le pouvoir exécutif, notamment détenu par le chef de l'État vénézuélien Nicolás Maduro, en gros. Justin Kougan, pourquoi la tension s'est cristallisée ces derniers jours sur le référendum révocatoire? Pourquoi reporter ce référendum? Pourquoi? Je pense que pourquoi oui, mais la raison évoquée par le Conseil électoral, c'est d'avoir relevé par les tribunaux de première instance des anomalies dans la signature, les signatures sur les listes électorales pour notamment déposer le président Nicolás Maduro. Il s'agit de la première étape qui a été enclenchée en avril dernier. Il faut 20% de signatures sur la liste électorale pour notamment faire tomber le président Maduro, et ce qui aboutirait à une élection anticipée et le président Maduro sera écarté. Ça, c'est la volonté de l'opposition qui est majoritaire, qui fait partie du président au pouvoir aujourd'hui. Alors, on estime du côté de l'opposition qu'il s'agit d'un coup d'État constitutionnel parce que, en réalité, on pense que Nicolás Maduro veut perdre du temps. Parce que si, jusqu'à le 10 janvier 2017, cela n'est pas fait, on ne pourra, même si après tout cela se fait, l'opposition a gain de cause, l'opposition ne pourra rien parce que le président Nicolás Maduro va nommer un vice-président. Et il est clair qu'il va choisir un chaviste pour continuer le combat. C'est pourquoi aujourd'hui il s'agit pour le pouvoir de gagner du temps. Et à partir du moment où le référendum a été suspendu, il va être difficile parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre. Normalement, on parle d'anomalie, ça veut dire qu'il faut aller revérifier pour enclencher, mais tout n'est pas perdu. Mais il est clair que dans la lutte des choses, il est difficile d'avoir aujourd'hui un procès contre Nicolás Maduro. Il était véritablement astucieux. Maintenant, est-ce que cela rentre dans les cordes de la Constitution? C'est ce que a essayé de démontrer, notamment et à dénoncer l'opposition, notamment à travers le Parlement. Ce référendum que réclame l'opposition a des chances d'aboutir quand on sait que c'est cette même opposition qui dit que toutes les institutions sont aux mains de l'État. Effectivement, c'est ce qui se passe, mais je pense quand même pas que toutes les institutions sont aux mains de l'État. Le Parlement, par exemple, on sait le Parlement, parce que quand l'opposition parle de ce que toutes les institutions sont aux mains de l'État, c'est pour dire que l'État... C'est pour parler du parti au pouvoir. Or, il me semble que le Parlement est quand même dominé par l'opposition, même si vous allez me dire que le président n'a pas la main mise sur le Parlement. Mais je pense quand même qu'ils ont fait état de ce que le tribunal suprême de justice est la plus haute institution et que c'est au tribunal finalement d'apprécier le budget, les comptes de 2017 et non pas au Parlement. C'est ce qu'ont exprimé certains chavistes et certains membres du gouvernement. Mais je pense quand même que l'action du législatif, c'est quand même le contrôle de l'action gouvernementale. Donc à partir de ce moment donné, je pense quand même que le Parlement a droit, les comptes doivent être soumis au Parlement. Mais si le tribunal estime que les observations du Parlement sont de nul et de nul effet, sont nulles et non avenues, ça veut dire que le Parlement, le tribunal suprême de justice, s'est basé sur ces faits-là, notamment la manipulation dans les signatures pour la révocation de Nicolás Maduro. Ghislain Kougan, on sait que le président Nicolás Maduro, il est de plus en plus impopulaire. Vous l'avez noté tout à l'heure, il y a des populations pro-chavistes qui dénoncent également un coup d'État. Cela traduit à suffisance que Nicolás Maduro a encore des bases solides dans le pays.
Non, je pense qu'il est difficile. On voit très bien. Et ce n'est pas forcément par rapport à une mauvaise gouvernance du président au pouvoir, c'est par rapport à la morosité économique en Amérique latine et même précisément au Venezuela. Vous savez, le Venezuela est le premier pays au monde dont l'économie repose sur le pétrole. Et vous savez très bien également, avec la chute des cours du pétrole aujourd'hui, d'ailleurs, quand il parle du budget, il dit par exemple que 70% du budget vont être dirigés vers la construction, vers la mise sur pied des projets sociaux. Et qu'il a fait ce budget sur la base de $30 le baril du pétrole. Vous comprenez que son économie repose sur le pétrole. Et avec, comment dirais-je, la fluctuation, la hausse ou la baisse, l'inflation même du cours du baril, il est difficile pour lui de s'en sortir aujourd'hui parce que son pays est véritablement frappé. En plus de cela, il n'est plus très populaire. Vous savez qu'il a surfé sur la vague de Chavez. Ce nom, Hugo Chavez, donc, il a été plébiscité par rapport à cela et aujourd'hui, il n'a pas pu ou alors il n'a pas su se faire un nom, se démarquer lui-même d'Hugo Chavez. C'est pourquoi aujourd'hui, le capital sympathique qu'il a vient de, comment dirais-je, ce sentiment du passé d'Hugo Chavez. Mais simplement que ce sentiment est en train de disparaître au vu de la réalité matérielle que vivent finalement les populations du Venezuela, qui se disent, attendez, on ne va pas toujours vivre en disant Hugo Chavez, surfer sur la dynamique alors que celui qui est là. Donc, je pense que le défi était quand même colossal. Remplacer Hugo Chavez, El Comandante, je crois, n'était pas quelque chose d'assez facile. Mais il faudra dire que Nicolas Maduro n'a pas su, il a échoué, n'a pas pu. Mais en même temps aussi, il faut mettre tout ça et puis relativiser par rapport à l'environnement mondial et global, notamment pour un pays dont l'économie repose à presque 85% sur le pétrole. Ghislain Kougan, face à ce gouffre économique dans lequel le pays s'est enfoncé, quelle est la politique actuelle du président Nicolas Maduro pour sortir le pays de cette situation? Bon, quand il s'exprime, il parle de ce qu'aujourd'hui on va investir beaucoup plus dans d'autres domaines, on va penser aux projets sociaux, on va penser aux infrastructures, mais je pense quand même que le problème c'est que la situation aujourd'hui au Venezuela lui est défavorable. Les populations souffrent et elles n'entendent pas qu'on leur dise on va. Elles veulent des mesures concrètes ou alors elles veulent au moins un changement pour continuer de garder l'espoir. Vous savez, l'espoir fait vivre. Quand vous avez un même président qui n'arrive pas à trouver des solutions aux populations, là je reviens aussi sur le continent africain, à un moment donné, le discours ne passe pas. Or, même un changement pour un changement, quand on parle de changement, ce n'est pas forcément une alternative à partir, je ne parle pas forcément de changement de système politique, de parti politique, je parle de changement même au sein du même parti politique, une alternance au moins que l'on ait un autre visage pour dire, voilà, peut-être qu'avec celui-ci, on peut arriver à faire bouger les lignes. Mais lorsqu'on voit le fonctionnement de la politique dans les grands pays, on fonctionne par idéologie. À partir de ce moment donné, si vous changez un Chavez, vous mettez un Chavez, il est peut-être clair que vous aurez le même résultat. Mais en même temps, le pouvoir, c'est aussi une touche individuelle, ça faut le savoir. Et aujourd'hui, on l'a appris avec le président gabonais qui, dans son gouvernement, dans sa manière de gérer, se distance bien évidemment de son papa. Ghislain Kougan, l'opposition également tire sur la nationalité de Nicolas Maduro. L'impact ici, c'est quoi? Oui, je pense que, bon, comme pour dire, ça c'est pourri, comme pour dire que la question de la nationalité ne se pose pas simplement sur le continent africain, comme on voulait nous faire croire avec Ali Bongo. Comme quoi Maduro serait colombien aussi, alors qu'au Venezuela, il faut être apparemment 100% vénézuélien. Bon, je pense que ça ne tient pas la route. Pourquoi? Et c'est bizarre. Et je vais encore faire le parallèle avec Ali Bongo. Pourquoi c'est que maintenant qu'on se rend compte que Nicolas Maduro serait colombien aussi? Vous voyez, c'est des questions d'opportunité et je pense que ça ne tient pas véritablement la route. Les Vénézuéliens ne veulent pas savoir s'il est moitié vénézuélien, moitié colombien. Ils veulent simplement de bonnes conditions de vie. Ils veulent pouvoir travailler, pouvoir avoir de l'énergie parce que ce n'est pas évident. Ils veulent pouvoir avoir accès aux denrées alimentaires parce que pour aller dans les supermarchés au Venezuela, il faut sortir très tôt, il faut s'aligner et ne pas être sûr finalement de rentrer en possession des denrées alimentaires. C'est ce que le peuple veut. Le peuple ne peut pas savoir si le président est 100% vénézuélien. Encore qu'il n'est pas totalement étranger au Venezuela, contrairement à Ali Bongo dont on nous faisait croire qu'il était, je crois, biafran.
Comment Justin Kougan, en quelques mots, pour envisager une sortie de crise au Venezuela? Il y a toujours, il y a une sortie de crise qui est envisagée avec le Vatican, le Saint-Siège, qui a reçu le président Nicolas Maduro et qui a annoncé une rencontre prochaine entre l'opposition et le parti au pouvoir. Voilà, pour discuter, mais tel que les choses se présentent, on a même le sentiment qu'au sein de l'opposition, elle est déjà divisée, l'opposition, parce qu'il y en a qui ne voient pas toujours d'un bon oeil le fait de vouloir aller au dialogue avec le président vénézuélien qui, de leur point de vue, a fait un coup d'État, notamment en travaillant pour qu'on puisse suspendre le processus qui, notamment, voulait, voilà, tendait, souhaitait sa révocation. Donc, mais je pense quand même que comme c'est le Saint-Siège du Vatican, ils vont travailler pour un dialogue. Maintenant, la question, c'est aussi ne pas arriver à un dialogue pour un dialogue, comme ce qui s'est passé à Luanda pour la RDC, où on a juste validé tout ce qui a été fait, alors que la grande opposition estimait, les Vital Kamé, comment on appelle ça, Etienne Tshisekedi et puis Moïse Katumbi estimaient qu'il fallait revoir un ensemble de choses. Alors, il n'a pas été le cas, on s'est attelé uniquement à ce qui avait été signé plus tard. Comme quoi, malheur à ceux qui, sur le continent africain et comme partout ailleurs, veulent encore jouer à la politique de la chaise vide. Justin Kougan, sur ce, nous mettons un terme à cette édition. Merci une fois de plus pour votre précieuse contribution. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. À vous, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur CamNews 24.